Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après ma vidéo sur mes très nombreux achats, on passe sur une vidéo où il y a eu beaucoup de lectures au mois de mai 2023. Si la vidéo est un peu longue, je risque peut-être de la faire en deux parties et je pense que les deux morceaux de la vidéo sortiront la même semaine, sûrement un mercredi et pourquoi pas un samedi. On part dans l'univers de Batman avec Batman Beyond the White Knight, qui est paru chez Urban Comics. The White Knight, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un univers que j'adore. J'ai tous les numéros, donc 4 en tout, et celui-ci est censé conclure les 3 tomes de Batman The White Knight, puisque celui sur Harley est un petit peu un spin-off, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tome-là? En fait, on est 10 ans après les épisodes de Curse of the White Knight, le deuxième opus. Bruce Wayne est en prison. Et le costume du Batman Beyond fait son apparition, donc on ne sait pas trop qui, là en tout cas ce n'est pas Bruce, puisque il est vraiment à l'ombre depuis un long moment et il se tient à carreau, il règle quelques petits problèmes, de temps en temps il tabasse quelques co-détenus, mais sinon tout va bien. Et quand il apprend que ce costume-là vient de faire son apparition, et bien tout simplement il décide de s'évader pour trouver le responsable et l'arrêter, parce que ce costume est le dernier qu'il a créé et qu'il n'a jamais voulu porter car potentiellement trop dangereux. Au niveau du dessin, on retrouve Sean Murphy. Alors, des planches magnifiques, moi j'adore. Par contre, un trait très particulier, hein, on voit un nez assez pointu, on voit le menton très pointu aussi, c'est vraiment sa marque de fabrique. Au milieu de l'histoire, on retrouve un interlude fait par Matteo Santoluco, un dessinateur que j'avais découvert dans We Only Find Them, qui a un dessin très intéressant et surtout une palette de couleurs qui est magnifique, hein, donc franchement c'est du grand art, mais ça casse l'immersion, j'ai trouvé. J'ai pas aimé ce passage-là, j'ai trouvé que ça déroutait. Donc là on se recentre un petit peu sur l'histoire du Red Hood. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait été beaucoup plus performant dans We Only Find Them que ici. L'univers du White Knight, je le recommande très fortement. Ce tome-là, je vais mettre un bon 16. C'est très bien, mais, il y a quand même un mais, il y a certaines choses qui ne vont pas à mes yeux. Déjà, l'interlude avec le changement de dessinateur ne m'a pas plu, même si l'idée peut être bonne de s'être centré sur un autre personnage en cours de récit. Et il y a des choses que je trouve qui sont pas raccord. Harley a des jumeaux, autant le garçon fait son âge, c'est-à-dire 12 ans, autant sa sœur jumelle fait plutôt ado, 17-18 ans, et voilà, il y a une histoire d'enlèvement tirée par les cheveux, des complots plus ou moins bien, mais voilà, moi c'est un univers que j'aime beaucoup et en tout cas je le recommande. Toujours dans l'univers d'ici, on passe à DC Vampire, toujours chez Urban Comics. DC Vampire, un Elseworld où voilà, les vampires sont présents sur Terre. Alors je vous avais expliqué que il y a une Terre parallèle où les vampires sont là, dominent le monde. D'ailleurs, il y avait déjà eu un récit sur Batman Vampire. Là, en fait, c'est un complot. Un vampire cherche à prévenir la Justice League que une reine vampire qui en fait tenait sa caste de côté vient d'être assassinée, et que certains vampires commencent à bouger et pourraient avoir infiltré des rangs de super vilains, des rangs de super héros, et ils essaieraient de tirer les ficelles pour dominer le monde. Voilà, en fait, on est un peu dans le JDR Vampire la Mascarade, sauf que la mascarade vole en éclats et que il y a un complot pour prendre le pouvoir et que les vampires dominent le game. Alors, j'étais très content de voir tout ça. Alors, certains passages m'avaient été spoilés sur d'autres vidéos de JR Comics. Il avait parlé du premier chapitre. Je lui en veux pas, hein. JR, c'est un bon pote. Et tout simplement, j'ai été assez surpris de savoir un petit peu qui était le chef de ces vampires-là. Alors, c'est expliqué dans ce tome-là. Alors, c'est le premier tome, hein. Le second tome vient de sortir ce mois-ci. Ça m'a surpris tout simplement parce que je m'attendais pas à ce personnage-là. J'ai vraiment envie du coup de découvrir dans le tome 2, j'espère que ça va être expliqué, comment ce personnage a pu dominer d'autres qui sont vraiment beaucoup plus puissants. Ça voudra dire qu'il allie sûrement peut-être la tromperie, peut-être la manipulation, enfin en tout cas, il a un cerveau sûrement assez développé pour vraiment jouer des pièces d'échecs et vraiment comploter et manipuler tout le monde. Donc ça me surprend un peu, je m'attendais pas à ça de ce personnage-là. On verra si c'est expliqué. En tout cas, j'attends la lecture du tome 2. Ce tome-là m'a mis en appétit.
c'est un bon 15 sur 20 là aussi. Niveau dessin, c'est pas le plus beau que j'ai vu, mais on s'y fait assez vite et ça casse pas trop l'immersion non plus. En tout cas, je recommande. Quitte à parler de manipulation, on continue dans un autre univers avec Crimson Reign dans Star Wars, paru chez Panini Comics. Crimson Reign, c'est la deuxième partie d'une trilogie centrée sur le personnage de Qi'ra qui était apparu dans le film Solo. Et il y avait déjà eu War of Bounty Hunter qui était la première pierre angulaire. Celui-ci est le tome central. Et il va y avoir un troisième tome qui sortira un tout petit peu plus tard, puisque je vous rappelle qu'il sort d'abord 5 numéros dans 5 séries différentes, et après il le compile dans un 100% comme celui-ci. Donc le dernier tome sera Hidden Empire, si je ne me trompe pas. Dans celui-ci, en fait, on voit les manipulations de Qi'ra et de l'Aube écarlate. Là, elle est vraiment en train de manipuler un peu tout le monde, que ce soit un peu l'Empire, un peu les syndicats du crime, pour se faire une place, et elle a un but que je ne vais pas révéler ici, hein, lisez le tome, et c'est vraiment assez bien amené. On retrouve certains personnages de la franchise Disney, avec par exemple les Chevaliers de Ren, qui sont présents, que j'avais vu en comics dans le tome sur Kylo Ren. Il y a des références, alors que moi j'ai pas, parce que j'ai très peu lu dans cet univers-là, que ce soit en comics ou en roman, mais il y avait le Docteur Aphra qui était dans le premier tome, par exemple. L'Empire, vous voyez, Vador et l'Empereur sont présents sur la jaquette, donc ils ont aussi un rôle à jouer. Donc voilà, on retrouve un petit peu tout ça. Graphiquement, ça tient vraiment bien la route, hein. Il y a aussi bien des phases de réflexion, des phases d'action. Le seul reproche que je fais au dessin, ça sera la tête de l'empereur qui est franchement ratée. Alors je veux bien que ça soit difficile de le dessiner parce que il y a eu les rides, il y a le côté un peu défiguré avec l'attaque de Mace Windu dans l'épisode 3. Mais c'est pas une raison, puisque sur la couverture, franchement, il est réussi, quoi. Donc c'est le seul bémol au niveau du dessin que je mettrais. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, je m'attendais vraiment pas à grand chose de ce tome-là. J'étais un peu curieux parce que c'était la suite de War of Bounty Hunter que j'avais bien aimé. J'ai pas encore trop débriefé, mais j'espère faire une grosse vidéo dessus un jour. Mais pour l'instant, je me sens pas prêt. Ça viendra peut-être un jour, en tout cas. Ça mérite un bon aussi 14-15. J'espère être bien surpris avec Hidden Empire. Petite déception de pas forcément tout avoir, puisque vous aviez 5 tomes, alors en souple surtout, ou en dur si on trouvait les numéros collector. Qui sont un petit tirage. Les principales histoires sont compilées là-dedans, mais il manque des choses. Tout comme l'a mis un G, je me suis lancé dans un univers qui m'attire depuis un long moment, c'est Judge Dredd, les affaires classées, paru chez Delirium. Alors le poteau 1G a sorti il y a quelque temps une vidéo dans laquelle il débriefait Souriez, c'est la loi. Alors moi là je commence surtout avec les affaires classées, qui est en fait la compilation des récits qui étaient sortis dans le magazine britannique 2000 AD, qui est à l'origine du personnage. C'est donc une compilation d'histoires qui sont assez courtes, hein, 5-6 pages, puisque ça apparaissait de façon hebdomadaire et que du coup il fallait enchaîner. Et en fait, petit à petit, on voit un lien qui se fait entre les histoires. Elles peuvent être prises de façon indépendante au début en tout cas, mais il va y avoir des histoires qui vont se passer sur la Lune, et il y a tout un arc qui se passe sur la Lune. Vous avez le soulèvement des robots qui est présent là-dedans, qui est le grand premier arc dans l'univers de Dredd. Voilà, il va y avoir plusieurs histoires d'affilée qui vont avoir lieu là-dessus, puis il y aura des répercussions, et on y fait référence de temps en temps. Franchement, c'était très très poignant. Alors, il est assez épais, franchement, assez volumineux. J'ai passé un petit moment à le lire, parce que bon, ça pèse déjà un âne mort, et en plus, il y avait toute une explication au tout début sur la création du personnage qui était assez intéressant. Et voilà, je m'y suis plongé petit à petit, ça m'a pris quelques jours pour le lire, et j'ai vraiment passé un super moment, je me suis régalé. Graphiquement, on alterne différents auteurs, puisque voilà, les créateurs avaient quitté le navire à un certain moment avant de revenir sur le personnage, mais c'est très très honorable, faut penser que ça date des années 70 quand même. C'est la base angulaire d'un univers qu'on a surtout découvert pour la plupart d'entre nous avec les films avec Stallone et le film avec Karl Urban des années 2010, qui a un peu passé à côté et qui était vraiment bien en fait. Même le film sur Stallone, alors il a un côté nanar, mais il est assez fidèle au pan de l'univers de Dredd. Il y a beaucoup de choses qui transparaissent dedans
qui ne sont pas inventés, hein, les terres désolées, les gens, les mutants qui sont dedans, etc. C'est très fidèle, mais ça n'a pas connu une grande réussite commerciale. C'est un petit peu dommage, le personnage mériterait mieux. Alors, j'entends souvent dire que Dredd est un fasciste qui tire sur tout ce qui bouge, et honnêtement, je suis pas tant d'accord que ça avec... en tout cas, ce premier tome. Alors, certes, il y a des moments où il tire peut-être des fois dans le dos, etc., ce qui n'est pas très honorable, mais en fait, c'est juste un flic qui, lui, c'est blanc ou noir, c'est très robotique, hein. Mais en fait, il ne fait que respecter la loi. Quand il revient de la Lune, par exemple, il n'est plus assermenté, et quand il y a un crime qui se passe devant lui, il n'arrête pas les gens. Il donne des conseils en disant « vous ne devriez pas faire ça », mais il n'arrête pas les gens. Et c'est qu'à partir du moment où il a reprêté serment que là, il réintervient, en fait. Donc, en fait, c'est un type qui... c'est blanc ou noir en fait. Sa vie c'est le code des juges et ne l'appliquer. Et je vois pas en quoi c'est être fasciste. Il fait pas de discrimination, il arrête les gens pas en fonction de la couleur de peau, il les brutalise pas spécialement pour se faire plaisir, il ne fait qu'appliquer la loi. Alors peut-être c'est trop poussé son interprétation, mais faut m'expliquer en quoi c'est être fasciste ça. Je l'ai pas vu défiler, brûler des bouquins et lever le bras pour vénérer un type comme Hitler par exemple. D'ailleurs, il le critique Hitler là-dedans. Donc expliquez-moi si je suis dû passer à côté de quelque chose ou alors je dois être un sociopathe et je comprends pas les codes de la société. C'est possible aussi. En tout cas, au fait, ce bouquin-là va être bientôt réédité par Delirium, ce qui vous donne l'occasion de vous lancer si vous voulez enfin découvrir ces tomes-là. Donc il y en a 7 pour l'instant, le tome 8 va bientôt arriver, courant de l'été. Il me semble que c'est en août que celui-ci sera réédité. En tout cas, c'était là aussi très très bien, je vais mettre 16 à 17 sur 20. On part chez Vestron avec la deuxième partie d'Eltarian War qui était paru dans le tome Power Ranger numéro 4. C'est la conclusion d'un run très important sur les Power Rangers. Hein. Voilà, il a réuni les deux séries. Hein. Je vous rappelle que la série est divisée en deux pans. Power Ranger qui se passe dans l'espace et Mighty Morphin qui se passe sur Terre. Donc là, les deux équipes se sont réunies pour combattre les Eltariens, le peuple de Zordon qui est venu sur Terre. Je vous laisse découvrir pourquoi, en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est la conclusion. Donc, il y a des alliances improbables qui se mettent en place. On apprend des vérités. Il y a des révélations qui sont faites. Franchement, le scénario, les types sont très, très bons. J'aurais jamais pensé que cette série, qui à la base était un copier de Super Sentai, pourrait donner des choses comme ça. Ils ont vraiment des bonnes idées, il y a de l'action, c'est coloré, le dessin est pas mal du tout. Voilà une petite planche où on peut voir un petit peu certains personnages et un petit peu tout ce qui est colorisation, c'est vraiment pas mal. Ce n'est pas la fin des Power Rangers puisque les deux séries se poursuivent, hein. On va avoir Mighty Morphin qui devrait bientôt arriver où on voit justement les Rangers de dos qui voient le centre de commande qui est abîmé sur la couverture du tome 5. J'attends vraiment avec impatience la suite. Et autre bonne nouvelle pour ceux qui avaient un peu peur de se lancer dans Power Rangers, puisque chez Vestron, on avait commencé au numéro 50 avec le tome 0. Ils viennent d'annoncer au moment où je tourne qu'ils allaient sortir en intégrale les tomes qui étaient parus chez Glénat. Donc en fait, ils vont sortir dans des tomes un peu plus épais, les deux premiers tomes de Glénat, et ils feront la suite. Donc on va avoir les deux premières intégrales qui regrouperont les 4 tomes de Glénat, et on devra avoir les numéros manquants. Donc je suis trop chaud, je l'attends avec impatience, merci Vestron. Là aussi, un bon 15 ou 16 sur 20, c'est très très bien, foncez sur les Power Rangers. Toujours chez Vestron, on part sur The Crow 2, le scénario oublié, donc en fait ce qui aurait dû être le film La Cité des Anges, mais qui a eu une divergence, je vous en avais parlé. Là-dedans, en fait, on voit un Indien qui se fait assassiner forcément et qui va revenir une centaine d'années plus tard pour se venger en fait de la réincarnation des gens qu'il avait tués. Alors il y a un côté un peu psychédélique, on va dire ça, puisqu'il y a des côtés réincarnation et de la victime et aussi des assassins qui sont morts depuis longtemps. Alors ça c'est vrai que c'est assez particulier, ça on l'avait jamais vu dans les autres récits de la franchise, puisque c'est à chaque fois certes une personne décédée qui se réincarne, mais c'est à l'époque, peu de temps après où il s'est fait tuer. Donc en fait, il cherche directement ses assassins. Là, il les cherche 100 ans plus tard, et les assassins aussi se sont réincarnés, mais on ne sait pas trop pourquoi.
Donc là, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Et autre chose qui est assez particulier, mais c'est expliqué avant dans la préface, c'est qu'il y a en fait des moments où le récit mélange le moment de l'assassinat, donc l'époque où l'Indien se fait tuer, et la période moderne, où en fait il poursuit une bande de bikers. Donc c'est très particulier, en fait il faut vraiment avoir conscience de ça, l'avoir lu la préface avant, pour bien lire le récit et essayer de distinguer quand est-ce qu'on est, on va dire, dans le présent avec les bikers et dans le passé, là où il y a eu le meurtre. C'est vrai que ça, c'est un petit bémol, alors il faut faire une petite, faut un peu jongler en fait. Si on a lu la préface, ça va, on y arrive. Si on l'a pas lu, honnêtement, on passe à côté de choses. Les dessins, par contre, c'est vraiment pas mal. C'est Alex Maleev qu'on a retrouvé sur The Crow Flesh and Blood, par exemple. Donc honnêtement, graphiquement, c'est très sympathique. Ça met bien en avant le récit. Je vous montre également l'image qui est à la 4e de couverture, qui est très très sympa. Alors je suis content d'avoir lu ce récit et de me dire qu'en fait, normalement, la franchise aurait dû aller dans un autre sens et respecter la volonté de l'auteur de ne pas reprendre Rick Draven, ce qui avait été le cas au cinéma d'ailleurs. Autant le récit n'était pas non plus oufissime, hein. Le récit avec Draven est clairement mieux, celui-ci est pas trop mal, mais vraiment perfectible. Je comprends qu'il ait été mis de côté, même s'il y a des choses qui auraient été vraiment intéressantes à adapter. C'était pas mal de se dire, tiens, c'est un Amérindien par exemple, c'est pas souvent qu'ils sont les héros des films, d'ailleurs, on les voit très très peu, alors que ils ont une histoire très très riche. C'est pour ça que je vais mettre un bon 13, 14. C'est pas trop mal, mais peut mieux faire. On part dans l'univers Valiant avec la grosse intégrale Ninjak paru chez Bliss Edition. Ninjak, c'est une intégrale que j'attendais depuis un petit moment. Je l'ai pris lors du dernier financement que j'ai fait, que je vous ai présenté dans mes achats. Pourquoi est-ce que j'attendais cette intégrale? Tout simplement parce qu'il y a des récits dedans qui m'intéressaient pour poursuivre mes lectures sur d'autres persos. Je vais vous en parler tout de suite. Ninjak, qui est-ce? En fait, c'est un ninja, hein, forcément, comme vous pouvez le voir sur la couverture, qui est en fait un agent secret freelance qui opère pour le MI6, donc une agence secrète britannique, sous contrat en fait. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de lui, ils le contactent, ils lui font un virement et le type fait la mission, point. Mais il n'est pas totalement au service de Sa Majesté, comme James Bond qui, lui, est tout le temps dans l'agence 007. L'histoire de base, c'est, on le voit infiltrer une organisation criminelle qui s'appelle les Sept Ombres, et il cherche en fait à arrêter ces ombres-là, notamment parce que ce sont des vendeurs d'armes hyper performants qui vendent à des types horribles, mais toutes les armes possibles, c'est-à-dire des armes ultra high-tech, du genre un avion style X-Men, ils leur vendent, il n'y a pas de souci. S'ils peuvent choper une arme nucléaire, ils la vendent, ils s'en foutent, ils vendent des armes. L'important pour eux, c'est d'être les meilleurs dans le domaine. Donc, on l'envoie enquêter, on l'envoie arrêter des gens, combattre des gens. Donc, il y a une partie infiltration, il y a une partie combat. En tout cas, ça c'est le départ, le point de départ, mais son histoire va se complexifier petit à petit dans tous les récits, et honnêtement, j'ai passé un super moment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Graphiquement, on a franchement des planches très sympathiques. Au scénario, c'est Matt Kind, un des super scénaristes de chez l'univers Valiant. C'est dommage qu'il en soit parti. Je pense vraiment que pour relancer la machine, ça serait bien qu'il revienne un petit peu. On a aussi Doug Braithwaite, on en a plein des personnes un peu connues pour ceux qui sont intéressés par les comics qui paraissent chez Bliss. Un des trucs que j'aime beaucoup, c'est le détail de l'équipement de Ninjak, en fait, où on voit un petit peu le découpage, alors des bottes, des gants, du masque, etc. Et en fait, dans les explications, vous avez la partie qui cache le dard empoisonné, mais la description du dard, c'est pas un dard qui envoie du poison, c'est on voit que l'agent Ninjak ne répond pas aux ordres parce qu'il a eu un traumatisme pendant l'enfance. En fait, c'est toute une description psychologique du perso à chaque fois, et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'appréhender un petit peu le perso et de découvrir son histoire. Comme je vous disais, c'est pas juste un personnage de ninja moderne, c'est plus complexe que ça. On voit vraiment des thèmes comme l'amour perdu, une enfance malheureuse, la recherche de la vengeance, la recherche de se surpasser, d'être le meilleur dans son domaine, qui sont vraiment exploités. C'est pas bateau tout simplement. Pareil, comme d'habitude, plusieurs personnages importants de l'univers Valiant se croisent. On va voir par exemple Punk Mambo, on va voir Shadowman. C'est les récits justement que j'attendais pour pouvoir lire la suite de la première intégrale qui était Rapture, parce que en fait
on voit la fin de Shadowman et dans Rapture, on le revoit sur Terre, tu te dis mais il était dans le monde des morts, comment il est arrivé là? Tout est expliqué là-dedans, donc voilà, il y a des morceaux, il faut tout posséder en fait si vous voulez vraiment tout lire, parce que sinon il vous manque des petits chapitres clés. Mais en tout cas, Ninjak, valeur sûre, j'ai dévoré plusieurs récits qui ont un lien avec cette intégrale juste après que je vais vous présenter, et je passais un bon moment. Franchement, un bon 16 sur 20. L'univers Valiant, très sous-estimé, je vous conseille de vous y pencher si vous aimez les comics. Alors la vidéo est un petit peu longue, on va faire une coupure dans ces lectures et on revient pour la suite dans pas longtemps.